Bonjour, nous sommes toujours à la foire du livre jeunesse et du jeu de Malmort jusqu'à la fin de la journée. Et pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Douniac et Patricia Vigier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et justement, on le disait hors antenne, mais on va sortir des schémas et on va commencer par vous, Christophe Douniac. Donc vous êtes auteur, peintre et inventeur de mondes imaginaires uniques. C'est un beau titre. Et après la sortie du livre Les Tribus de Pierre en 2022, vous complétez donc la série avec Le Monde des Pierres, qui est votre 8e roman. Ce roman graphique de fantasy nous plonge à l'intérieur d'un monde imaginaire complet. Et pour commencer, pourquoi le nom de Pierre ? J'avais envie de parler de pierres précieuses, de gémologie. Et à chaque histoire, je plonge dans des thématiques comme ça. Et ça me permet déjà moi-même d'apprendre des choses, d'échanger aussi. Et là, en discutant avec un gémologue, je me suis rendu compte que les ouvrages étaient c'est un peu péjoratif, mais imbuvables, un peu trop mathématiques, scientifiques pour moi. Et je me suis dit, pourquoi pas, vu que j'invente des mondes, inventer un monde dans lequel il existerait des petites créatures qui seraient directement inspirées des pierres précieuses. Et ça a été aussi un retour pour moi à mon imaginaire, on va dire, d'adolescent, voire d'enfant, où je jouais avec l'échelle plus petite, bien sûr. Un bout de bois, un trou dans une roche, et de suite, c'est un monde qui commence à circuler dans la tête. Et comment on fait pour créer ce monde, de le passer d'un monde dans la tête à un monde sur papier ? Eh bien, c'est un métier qui prend énormément de temps. Moi, j'utilise mes voyages, alors soit dans un fauteuil avec mon imaginaire, soit à travers des séries, des films, de la littérature, les bibliothèques aussi avec les livres, et donc les voyages où, au bord d'une rivière, je vais voir un endroit qui me plaît, je le prends en photo. Donc, je construis comme ça depuis mon adolescence. Comme un chasseur d'images, je vais repérer des lieux, des grottes, etc., etc. Et donc j'en ai même fait une spécialité, la pareidolie, c'est-à-dire de voir sur une roche un visage ou dans le ciel, ce qu'on faisait enfant, mais voilà, moi j'ai jamais arrêté. Parfait. Et le premier livre s'appelle Les Tribus de Pierre. Donc ces tribus, ce sont des tribus de petits êtres. Est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement en quoi consistent ces tribus, qu'est-ce que sont leurs caractéristiques ? Oui, donc c'est le peuple Lithos, donc du grec Lithos, Pierre, voilà. Et donc Pi 314, le personnage principal est un humain qui s'appelle Archimède. Et donc, lui, il va un jour de pêche, se retrouver avec un caillou qui tombe dans sa barque, il va le prendre, il l'époussette, et en fait, il découvre le petit pas de paracha, qui est une sorte de petit insecte qui fait 5 cm. Et donc, c'est de l'hybridation. Moi, je prends un scorpion, j'y mets un petit buste pour le côté centaure, en fait. Je vais faire des troqueurs qui troquent avec le cœur. Je vais faire des vols grimpards, qui sont plutôt aériens. Et donc, pour créer des créatures, en fait, je m'inspire par exemple des mantes religieuses, je m'inspire de tout ce qui va être le côté insecte, parce que je me suis rendu compte justement en cherchant qu'on a 93%, je vais peut-être dire des bêtises, mais à peu près, d'insectes, et tout le reste c'est les animaux. Et finalement quand on discute avec les gens, oui, ils connaissent les animaux, mais les insectes, la fourmi, le truc, le machin, mais finalement ils vont pas aller trop creuser tout cet aspect qui est pour moi fascinant. Donc j'invente aussi ce côté bestiaire qui me fascine, et donc je crée ma propre mythologie à chaque roman. J'invente une cosmogonie avec un langage, je les fais parler, je les fais rencontrer des humains. Qu'est-ce qui se passe quand un humain comme ça découvre une petite créature ? Il parle 3,14 fois plus vite que nous, bien sûr. Et donc tout ce côté mathématique, scientifique, etc., je l'injecte sous forme de fantaisie. Et donc, plutôt que d'aller piocher dans les univers des autres, j'essaye de créer mes propres interconnexions entre le monde du vivant et le monde des humains.
Et vous faites le choix de représenter ces tribus donc sous forme d'êtres petits. Oui. Pourquoi choisir la petite taille? C'est pour montrer la vulnérabilité finalement, comme Oui. les insectes, qu'on ne fait pas attention aux insectes. Est-ce que c'est pour montrer cette vulnérabilité? Oui, il y a aussi le côté révéler ou faire découvrir l'imaginaire des adultes qui sont souvent peut-être un peu déconnectés de tout ce monde d'enfants. De tout ce monde de rêverie, de retour à l'observation de la nature. J'ai eu même une anecdote en randonnée, je me balade et on commence avec mon épouse à faire comme si on cherchait sous une pierre, etc. Et il y avait une famille devant nous avec une fille de 8 ans à peu près, 10 ans, et elle s'arrête, qu'est-ce que vous faites et tout. Et je lui dis, on cherche des tribus de pierre, quoi. Et en fait, elle y a cru, donc c'est cool. Sauf après les parents, du coup, il y a eu un petit échange, mais je lui ai dit, voilà, tu sais, voilà, j'invente, je lui ai expliqué après. Mais c'était intéressant de voir que finalement, il ne faut pas grand-chose pour éveiller le jeu, pour éveiller la curiosité. Et vous parliez de différence, et je joue aussi là-dessus, c'est qu'en fait, des fois, quelque chose de tout petit, je ne vais pas refaire du La Fontaine, mais des fois, une petite créature ou un être, voilà, ne serait-ce qu'invisible, va peut-être nous apporter énormément sur nous-mêmes, sur la planète sur laquelle on vit, etc. Et donc c'est aussi une façon de revenir aux sources, à l'essentiel, de dire ok, on est tous différents, et je pense que l'énergie, elle est multiple. Il y a l'animisme, bien sûr, il y a la croyance, en quoi on croit. Donc là, j'ai inversé, c'est des bis animalis aussi, des grandes créatures à l'opposé des petites créatures de pierre, qui sont les prédateurs sur l'île. Et donc les humains vivent en colonie, mais ils sortent pas trop tard le soir parce qu'il y a un girélan, un rhino-gorille, donc des créatures comme ça qui font un peu peur et qui sont là pour montrer aussi que la nature est présente et elle peut reprendre ses droits. Et justement, ces bis animalis, d'où vient l'idée de les inventer, de les incorporer dans le roman? Bon, je pense que vous l'avez très vite compris, je joue avec les mots. Moi-même, quand j'étais enfant ou ado, j'étais pas trop copain avec le français. Du coup, on appelle ça beaucoup les 10. Maintenant, c'est très à la mode. Mais j'avais ce truc d'aller plus vite que la musique, quoi. Le mot, quand je cherchais un mot, quand je devais lire, des fois, je me trompais. J'inventais un autre mot. Donc voilà, il y a ce côté un peu timide de la lecture que j'ai brisé grâce à l'écriture et à ce travail d'auteur et d'illustrateur. Et, pardon, redis-moi la question. Oui, pour les bis animalis, comment on les incorpore dans le roman? Et justement, voilà, jouer avec le mot bis animalis, deux animaux en un, parce qu'après, je ne veux pas révéler, parce que je vais un peu, comme on dit, spoiler l'histoire, mais ils ont un rôle assez fort. Et il y a le père du héros, à un moment donné, qui va en sauver un, qui est dans une sorte de boue, de mare, comme ça, et il s'appelle Orpus, et c'est un ours sanglier, donc il y a un côté un peu menaçant, mais il va le sortir, il va l'aider, c'est un animal blessé, et ça va devenir son compagnon. Et donc il y a ce côté aussi, la peur de la bestialité aussi, qui est retranscrit dans ce roman. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Voilà. Et pour revenir sur le livre, précisément Le Monde des Pierres, c'est sous forme de journal de bord. Pourquoi ce choix graphique finalement? Alors moi je pense qu'au départ je viens du jeu de rôle, donc c'est vrai que je reviens toujours à ma jeunesse, à ma adolescence, où on jouait au jeu de rôle, on se racontait 10 histoires, etc. Les copains me demandaient de dessiner les personnages, c'est pour ça aussi le goût du dessin a toujours été là, pour moi et pour les autres. Et cette envie de journal de bord, de grimoire, de carnet de voyage, etc. m'a toujours accompagné, parce que moi-même pour créer j'ai toujours des carnets sur moi. Il y a différentes façons de parcourir le monde, et moi le carnet c'est un outil. Et comme je ne fais pas des tomes à série, chaque histoire se suffit à elle-même. Là c'était le grimoire du personnage, donc je me suis mis vraiment dans la peau d'Archie qui observe toutes les créatures, son monde, etc. Et donc au fur et à mesure il raconte l'histoire dans ce livre. Il y a le roman bien sûr où votre imaginaire du lecteur va fonctionner. Mais je voulais aussi leur montrer aux lecteurs comment moi j'avais pensé créer toute cette histoire, toute cette cosmogonie. Parce que justement, en tant que dessinateur et peintre, c'est toujours difficile de bloquer une forme, de dire ok, le troqueur il ressemble à ça, et puis le vol grimpant ressemble à ça. Surtout que vous, lecteur, vous allez vous faire votre propre image. Donc je crois que c'est intéressant aussi de laisser la part
au lecteur d'imaginer, mais aussi de montrer, un peu comme Tolkien qui montre ses elfes, qui montre ses ents, ses urukai, etc. quoi. L'idée, c'était avec le langage, avec le récit, avec la carte aussi. J'ai créé une carte pour bien suivre le parcours des personnages, etc. Avec des biomes, des univers, des cosmogonies, voilà. Et juste dernière question, sur les illustrations, c'est vous qui les réalisez. Il y en a avec pas mal de couleurs, d'autres c'est juste du croquis. Quelles sont vos inspirations, vous ? Oui, alors en fait, c'est un travail qui est de longue haleine. Les croquis, avant de créer une créature, en fait, c'est par exemple le girélan, l'éléphant tigre. Donc ce sont des peintures à l'aquarelle. J'ai pas fait trop d'huile là, à part la couverture, parce que justement je m'étais dit, est-ce que on peut le lever un peu. Ouais, ici comme ça. Ouais, et là on bouge plus. Voilà. En fait, ça c'est un encaillasseur qui est dans la grotte. Donc en fait, il y a un travail qui est de recherche dans les carnets. Et une fois que, comme je dis, j'ai bloqué la forme, après il va y avoir une palette de couleurs à chercher. Et puis trouver quelque chose de cohérent aussi par tribu. Si on parle des troqueurs, ils sont dans le désert. Voilà, quand les Volgrimpar, ils sont en l'air. Donc il y a tout un travail de composition. Voilà, moi, je donne des cours de dessin et de peinture aussi toute l'année. Donc j'essaie de transmettre les fondamentaux. Et j'espère que dans mon travail, on peut le ressentir aussi. Voilà. Mais merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. Et on va passer maintenant à Patricia Vigier dans un tout autre style, un tout autre univers. Ah oui. Déjà pour vous présenter, Patricia, vous êtes autrice de 5 romans. Vous avez été professeure documentaliste pendant 30 ans. Et les ateliers d'écriture et d'échange avec les adolescents, on peut dire, rythment votre vie. Et vos 3 derniers titres sont édités chez Le Muscadier, donc l'éditeur engagé en littérature jeunesse. Et cet engagement, il se ressent dans #StopAsianHate, écrit avec Christophe Léon, où vous traitez du racisme anti-asiatique. Donc vous venez de Nouvelle-Aquitaine, Patricia Vigier, et pourtant votre histoire, elle se déroule dans la ville de Vitry-sur-Seine, donc en région parisienne. Pourquoi ce choix ? Alors, par souci de véracité, puisque c'est en région parisienne qu'on a eu à déplorer le plus d'agressions et d'actes racistes contre les communautés asiatiques pendant la crise de la Covid. Cependant, le racisme qui vise cette communauté existe dans tout le territoire et a commencé bien avant de la crise de la Covid. Voilà. Mais là, on avait choisi de le situer en région parisienne où c'était le plus évident et où on pouvait effectivement retrouver trace de ces agressions dans la presse, dans les faits divers. Oui, d'ailleurs, je complète. Entre mai 2018 et mai 2019, on a recensé 114 agressions, principalement dans le Val-de-Marne. Donc, c'est quand même l'équivalent d'une agression sur tous les 3 jours. Donc, ça traite d'un vrai phénomène. Oui, c'est un racisme qui a même fait des morts. Alors, en région parisienne, il y en a eu un à Angoulême aussi, pas très loin d'ici. Donc, oui, c'est un vrai sujet, mais qui ne fait pas forcément souvent ou très longtemps la une des journaux. Et votre but, Patricia, on l'a compris, c'est de vous ancrer vraiment dans le réel. Et d'ailleurs, vous vous appuyez sur une réelle agression, bien sûr réadaptée, avec cette maman qui se fait voler son sac. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez découvert déjà cette information et vous avez décidé de la retranscrire dans le livre ? Alors, ce roman, on peut peut-être en situer la genèse au départ. Donc, c'est mon fils aîné qui vit en région parisienne et c'est lui qui m'avait alerté là-dessus, qui m'a dit « Mais toi qui aimes les sujets engagés, qui écris sur des sujets de société, il faut absolument que tu parles de ça. C'est très, très grave ce qui se passe. » Donc, j'en avais entendu parler et à partir du moment où il m'a formulé cette requête qui me semblait tout à fait pertinente, oui, je me suis informée, renseignée, donc à la fois dans la presse, voir un petit peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. On a d'ailleurs fait le choix de reproduire d'authentiques tweets en début de certains chapitres,
pour montrer toute la virulence de ces appels à la haine, au viol, au meurtre, etc., qui ont essaimé sur les réseaux sociaux. Donc il y a tout un travail de recherche et de documentation. Et puis, comme beaucoup d'auteurs, alors dans le genre policier par exemple, à partir d'un fait divers, ils vont inventer tout un roman. Là, de la même façon, on a monté cette histoire qui comporte d'ailleurs une enquête. Et ce racisme anti-asiatique, il est d'autant plus présent pendant la période du Covid. Et c'est la temporalité choisie dans votre histoire. Je suppose que c'est pas laissé au hasard. C'était voulu, oui, évidemment, parce que c'est sans doute là qu'on en a le plus parlé. Et c'est à partir de cette période où les associations de jeunes d'origine asiatique ont commencé à essayer de faire parler d'eux le plus possible et d'encourager les membres de leur communauté victimes d'actes de racisme à le dire, à porter plainte, à faire remonter ces violences et donc à briser le tabou et le silence qu'avaient observé leurs ancêtres, leurs aïeux des générations précédentes qui, au contraire, ne voulaient pas faire de bruit, ne voulaient pas se faire remarquer, raser les murs, etc. Et on a aujourd'hui une génération, et c'est heureux, qui affirme haut et fort que c'est inacceptable au même titre que tous les autres racismes. Et vous ne vous perdez pas de temps pour nous présenter ces faits, puisqu'au tout début du livre, il est question d'une agression raciste très violente. Le but de mettre ce fait dès le début, c'est de rentrer dans le livre vite, mais est-ce qu'il y a aussi un but de choquer quelque part le lecteur pour qu'il prenne conscience ? Oui, alors il y a évidemment des procédés narratifs. Là, c'est ce qu'on appelle, on entre en in medias res dans le roman tout de suite. On installe donc le climat qui règne à ce moment-là, avant de passer à quelque chose de plus doux, puisqu'il y a aussi une histoire d'amour entre le héros Min Kwan et l'une de ses camarades de classe. Mais ce fond de racisme va venir assombrir et contrecarrer les sentiments des héros. Et ça amorce aussi l'enquête qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin du roman. Oui, et cette enquête, on va la suivre dans un univers qui est très détaillé, avec un vocabulaire riche. Est-ce que c'est aussi de cette manière qu'on s'adresse au public adolescent qui est visé avec ce livre ? Oui, alors on fait le choix avec Christophe Léon, puisqu'on a écrit ce roman à quatre mains, d'écrire des histoires pour les adolescents dans un langage, un petit peu soutenu. Alors, ce qui n'exclut pas des expressions qui leur sont propres, et un vocabulaire qui leur est propre, mais avec malgré tout une richesse de langue et de vocable qui va s'adresser aussi aux plus grands. Et vous vous adressez aussi à ces adolescents, comme vous l'aviez dit, via des tweets, des réels tweets qui sont incorporés dans le livre. La question des réseaux sociaux, elle était primordiale à aborder pour vous dans ce livre ? Alors, elle était primordiale dans ce roman, puisqu'effectivement, ça a été un des vecteurs principaux de propagation de la haine. Et d'ailleurs, on le mentionne, l'éditeur le mentionne au départ, les véritables auteurs de ces tweets sont passés en jugement, ont été condamnés, etc. Mais la question des réseaux sociaux, elle est présente dans beaucoup de mes romans. On la retrouve dans Nour envoyé spécial, où la jeunesse syrienne témoigne de la guerre qu'elle vit sur les réseaux sociaux. Les réseaux étaient déjà présents dans un autre roman qu'on a écrit ensemble qui s'appelle Les Dernières Reines, où là on a des lanceurs d'alerte. Donc voilà, rôle positif, rôle négatif des réseaux sociaux, mais ils sont souvent au cœur de la société dans laquelle on vit, en vrai aussi, puisque nous sommes tous sur les réseaux sociaux et cela fait partie intégrante du quotidien des adolescents auxquels on s'adresse. Donc on imagine mal de pouvoir en faire abstraction. Et il y a aussi la transmission, on voit la transmission de cette haine, de ces préjugés racistes, via aussi l'entourage, les parents notamment. Est-ce que c'est une manière aussi, quand vous l'écrivez, de remettre en question ces paroles et de se déconstruire finalement d'une manière? Est-ce que c'était important d'aborder ce sujet de la transmission de ces préjugés? Oui, alors il y en a qui l'ont chanté, on ne choisit pas nos parents et la famille dans laquelle on est. Donc là, on a des personnages
qui au départ, de manière tout à fait naturelle, adhèrent aux idées de leurs parents et qui, au fil des événements, vont être amenés à remettre en question un petit peu ces préjugés qui sont fondés sur l'ignorance, sur des clichés, donc effectivement on déconstruit un certain nombre de mécanismes et comme on est sur des adolescents en cours de construction, ils sont capables aussi de se remettre en question et de porter un autre regard sur leurs camarades pour peu que les circonstances les y invitent. Et vous parliez tout à l'heure des associations. Elles sont présentes dans le livre. Oui. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur des associations? Est-ce que vous les avez contactées peut-être pour réaliser le livre? Alors non, là c'est le fruit des recherches. En revanche, il y a aussi un conseiller principal d'éducation du lycée qui est formidable. Et là, oui, je me suis appuyée sur un vrai CPE qui m'a donné des astuces, des idées d'actions que l'on peut mener en lycée. Donc c'est aussi rendre hommage aux adultes qui encadrent les enfants et qui essaient laborieusement au quotidien de travailler sur le vivre ensemble et la bienveillance. Et il y a une phrase prononcée par un des personnages de votre livre, il me semble que c'est le personnage principal, qui pour moi résume l'esprit de ce livre, c'est « La peur doit changer de camp ». Oui. Elle vous inspire quoi cette phrase, Patricia Vigier? Alors la peur doit changer de camp, on l'applique aujourd'hui à de nombreux combats et je pense que oui, il y a une révolution copernicienne à opérer dès lors que l'on est victime d'une discrimination ou de violence quelle qu'elle soit. On n'a pas à être coupable ou à se sentir coupable des agressions dont on fait l'objet. Rien ne justifie qu'on les accepte et rien ne justifie que l'on se taise. Donc il ne faut pas avoir peur de parler et de les dénoncer. Parfait. Et moi, j'ai remarqué une similitude entre vos deux livres. C'est pour faire le lien même entre ces deux romans. Christophe Douniac qui a une phrase prononcée par Archie qui dit « Libère-toi de tes schémas, de tes habitudes de pensée et ose voir autrement le monde qui t'entoure pour ouvrir ton esprit ». Finalement, vos deux romans, ils parlent de tolérance. Mais complètement, oui. On est dedans, effectivement. Oui, même si c'est vrai que j'ai fait le choix, moi, de passer avec un pas de côté sur un prisme de l'imaginaire, j'essaye quand même aussi, avec une autre approche, de parler de toutes ces choses qui nous travaillent en tant qu'humains, quoi, en fait, qui nous font évoluer dans le bon sens, on espère, de plus en plus, et amener de la bonne énergie dans des histoires, même si elles sont douloureuses. C'est vrai que c'est aussi un travail d'auteur, je pense. Ouais. Mais parfait, merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle Merci. que Christophe Douniac, vous réalisez vos livres tout seul, du croquis au produit fini. Et Patricia Vigier, plein d'autres livres à découvrir, bien sûr, sur cette foire du livre jeunesse et du jeu de Malmort. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et merci à vous, spectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et il y en aura bien d'autres tout au long de la journée. Merci.